La façon de travailler est complètement différente parce que on a beau apprendre par cœur, en fait, ça suffit plus. Ce qu'il essayait de nous faire comprendre, c'était que ce qui était important, c'était pas, voilà, on part d'un point A, on arrive à un point B, mais ce qui est très important aussi, c'est le chemin qu'on parcourt. Et souvent, en fait, avant de trouver la solution finale, il y a plein d'allers-retours dans tous les sens. Et finalement, c'est ça, en fait, ce qu'on apprend et ce qu'ils veulent nous apprendre, je pense, c'est la persévérance. Bonjour à tous et à toutes. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme annoncé la dernière fois, en l'honneur de notre illustre premier invité, Hugo Duminil-Copin, toute cette première demi-saison sera consacrée au merveilleux monde des probabilités et statistiques. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Rouanet, maîtresse de conférences en biostatistique à l'Université de Bordeaux. Anaïs est affectée à l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui est un organisme de recherche scientifique public dédié à la santé humaine. Son domaine applicatif est la maladie d'Alzheimer. Comme toujours, on reviendra également sur son parcours, de ses années en classe préparatoire au lycée Montaigne à Bordeaux, à celle en école d'ingénieur à Centrale Marseille, en passant par ses années passées au Royaume-Uni, d'abord dans le cadre Erasmus, puis durant ses post-doctorats par la suite. Dans sa carte blanche, Anaïs nous parlera du syndrome de l'imposteur, un syndrome assez répandu dans la population. Après avoir défini ce qui le caractérise et énoncé ses potentielles conséquences, à travers sa propre expérience, Anaïs nous révélera les solutions qu'elle a mises en place et qui lui ont permis, petit à petit, de s'en défaire. J'ai passé un très chouette moment à la compagnie d'Anaïs. C'était un plaisir d'apprendre à la connaître et je suis ravie de partager ça avec vous. Bonne écoute! C'est bon, t'es confortablement installée, C'est bon. Ok, bon écoute, on va pouvoir démarrer alors. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Rouanet, donc maîtresse de conférences au centre INSERM à l'Université de Bordeaux. Et donc, comment est-ce qu'on se connaît ? Eh ben, en fait, on se connaît pas. Pas en vrai, en tout cas. On n'a aucune connexion. C'est la première fois que ça arrive dans le podcast. Anaïs, ton nom m'a été suggéré à la fin de l'exposé que je donnais à propos du podcast. Et je suis allée voir ta page web et effectivement, ton profil m'a tout de suite plu pour l'émission. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation d'une parfaite inconnue. Merci à toi pour ton invitation. Donc, ouais, je suis ravie de te recevoir. Donc, je vais commencer par, comme d'habitude, rappeler le plan de l'émission. Donc, ça se découpe en 3 parties. La première partie, on revient sur ton parcours. Donc, on démarre avec ton bac et ensuite, on va jusqu'à ton postdoc, tes postdocs. Dans la deuxième partie, on se concentre sur ta vie de chercheuse actuelle. Et la dernière partie, c'est carte blanche. C'est toi qui décides de ce dont tu as envie de nous parler. Donc, quand on parle de l'utilité des maths, c'est parfois un petit peu difficile à percevoir pour les non-initiés, c'est pas concret. Et comme on va le voir avec des profils comme le tien, qui font des mathématiques appliquées à la santé, c'est d'autant plus facile à faire comprendre en fait. Donc c'est entre autres une des raisons pour lesquelles je suis contente de recevoir des profils comme le tien. Donc on va revenir sur ce point, mais pour l'instant, comme je disais, on va faire un petit bond en arrière et on va revenir en 2008 au lycée des Graves à Gradignan. Donc, comme à peu près tous les invités, j'imagine, tu as fait un bac S. Oui, un bac S. Spécialité maths. Spécialité maths. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la matière au lycée ? Alors, au lycée, j'étais hyper scolaire. Donc, j'avais des bonnes notes. Les maths, je prenais ça un peu comme un jeu. Et puis, pareil, en étant très scolaire, c'était très relié aussi aux profs. Donc, j'ai eu de très bons profs. Je pense que c'était ma prof de maths à ce moment-là. Elle était très exaltée, très passionnée par tout ce qu'elle faisait. Et en fait, elle faisait pas mal de choses comme ça, à accompagner les élèves à les sortir de l'environnement scolaire, des notes, etc., pour leur montrer l'utilité des maths et le fait que oui, effectivement, ça peut être marrant. Ça peut être intéressant en dehors juste des cours et des notes. Ok. Et alors, donc, ça, c'était comment toi, tu le ressentais et comment ça se passait ? Est-ce que tu étais bonne dans cette matière ? Oui, oui, je pense que j'avais des bonnes notes. J'avais une bonne note au bac. Mais bon, je pense que voilà, il y a les maths au lycée et il y a les maths après. Donc, tant que c'était au lycée, oui, j'avais des bonnes notes. J'aimais bien ça. On apprenait les bases, parce que bien sûr en maths il y a des bases à apprendre. Après, plus tard, j'ai compris que les maths c'était pas que ça. C'était pas que apprendre des formules. Ok. Et est-ce que à cette période
tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier, enfin, que ce serait connecté à ce que tu ferais plus tard dans la vie? Alors pas du tout, pas du tout. C'est vrai que, en fait, au lycée, on fait pas de stage. Et moi, à cette époque-là, j'ai toujours aimé trouvé que le métier de médecin était le plus beau métier du monde. Donc, je pense que j'avais un peu ça dans la tête. J'aimais les maths, mais en tout cas, je voyais pas comment lier les deux. Donc non, je pense que tu m'aurais demandé au lycée si je voulais faire des maths plus tard. Je sais que ça m'intéressait. Et puis, en fait, je voyais pas vraiment à quoi ça pourrait me servir. Peut-être que j'étais pas assez curieuse à L'utilité, l'époque. tu veux dire comment concrètement tu pouvais l'utiliser? Voilà, c'est ça. Pour moi, si on continue dans les maths, je finissais prof de maths. Ok, donc du coup, ça m'intéresse parce que 2008-2010, classe prépa au lycée Montaigne à Bordeaux. Alors d'abord, comment est-ce que tu as entendu parler des classes prépa? Et après, tu nous diras pourquoi tu as choisi finalement de partir en prépa plutôt qu'en médecine. Alors, j'ai entendu parler des classes prépa parce que, en fait, tous les professeurs en parlent aux bons élèves. Autour de moi aussi, en fait, dans mon groupe, la plupart sont partis en prépa, donc je pense que ça aussi, ça a été un peu ça m'a conforté dans ce choix. Et donc, comme je disais, j'étais très scolaire, à apprendre un peu tout par cœur, etc. Et au lycée, on est encore très encadré. Et donc, moi, ce qui m'a fait très peur, c'est la première année de médecine. Donc, le fait d'être, lâché dans la nature, un peu tout seul, avec ses cours, sans grands encadrements. Donc en fait, j'ai choisi la prépa parce que donc j'aimais bien les maths et toujours en me disant en fait la prépa ça va m'apprendre à acquérir une certaine rigueur, un certain raisonnement qui pourront m'aider plus tard. Donc c'était un peu j'essaye et si j'y arrive pas je peux toujours changer, j'aurais quand même appris des choses et voilà. Donc quelque part pas avec l'idée de forcément utiliser les débouchés naturels qu'on obtient en classe prépa, mais d'utiliser l'expérience que tu auras vécue là-bas. Voilà, et aussi dans une idée de pas me fermer de porte en quelque sorte. Je pense que c'est un peu comme la plupart des gens, j'ai une grosse désillusion dans les premiers mois. Donc souvent les gens qui arrivent en prépa ont des très bonnes notes avant. On sait que ça va être plus difficile mais quand même on se dit bon, j'ai réussi jusque-là donc il n'y a pas de raison et c'est quand même en fait c'est complètement différent du lycée donc notamment en maths. Effectivement, on a des bases à apprendre etc. mais là, on nous apprend à réfléchir, raisonner pas juste à ressortir des formules apprises dans un cahier. En physique aussi, alors là du coup la physique ça a été un peu ma bête noire pendant la prépa, donc j'ai fait maths sup, donc on avait quand même une grosse composante, une énorme composante maths, mais aussi physique. Et donc voilà, c'est vrai que les premiers mois, enfin la première année a été peut-être un peu plus, enfin les premiers mois un peu plus difficiles de ce côté-là, mais en fait on est des petites promos, donc nous on est une classe normale en fait, et tout le monde est dans le même bateau. Le côté un peu négatif de ça, c'est que moi ma première année j'ai fait que des maths, donc la physique s'est passée complètement à la trappe, donc la deuxième année j'étais vraiment à la ramasse. Mais en même temps, je me disais que ça me plaît, quoi, apprendre le raisonnement mathématique, la rigueur, tout ça. Et puis l'extase, en gros, quand tu arrives à comprendre, à suivre un raisonnement, à le trouver par toi-même encore plus. Oui. Donc voilà, je me disais que ça me plaisait, mais je ne voyais absolument pas en quoi ça allait me servir plus tard. Parce que pour autant, pendant 2 ans, on fait que du bachotage. On n'a aucune expérience concrète. Ça me plaisait, mais je voyais pas encore comment concrètement j'allais pouvoir utiliser tout ça. Ok. Et donc, pour m'attarder un petit peu sur ce point, sur ton adaptation à la prépa, donc tu dis que comme tout le monde, tu as trouvé ça difficile, hein, mais est-ce que tu as senti que tu avais dû vraiment hausser ton niveau, une marche à franchir? Est-ce que ça t'a fait changer tes méthodes de travail? Concrètement, comment ça s'est matérialisé? Oui, la façon de travailler est complètement différente parce que on a beau apprendre par cœur, en fait, ça suffit plus. Donc c'est vraiment des raisonnements à apprendre. Et en fait, ce qu'il essayait de nous faire comprendre, c'était que ce qui était important, c'était pas, on part d'un point A, on arrive à un point B. C'est très important d'arriver au point B, donc par exemple de résoudre un exercice. Mais ce qui est très important aussi, c'est le chemin qu'on parcourt. Donc comment on arrive là, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là. Et souvent en fait, avant de trouver la solution finale, il y a plein d'allers-retours dans tous les sens.
Et finalement, c'est ça, en fait, ce qu'on apprend et ce qu'ils veulent nous apprendre, je pense, c'est la persévérance. Alors, on n'arrive pas forcément à trouver directement la solution, mais on essaye plein de choses, voilà, on se casse la tête pendant des heures sur une même question. Alors, j'en parle comme ça avec le sourire. Clairement, ça, j'avais beaucoup de mal à l'époque. Mais c'est en ça que, voilà, je pense qu'on apprend à apprendre, on apprend à raisonner. Et du coup, même si c'est pas appliqué aux maths ou quoi que ce soit, c'est quand même quelque chose qui nous servira plus tard. Donc oui, vraiment une façon de réfléchir et d'apprendre complètement différente que le lycée. Ok. Ouais. Et donc alors à cette époque, tu viens de nous dire en fait que tu prenais beaucoup de plaisir, mais finalement tu voyais pas vraiment directement comment tu pourrais plus tard l'utiliser. Mais ça veut dire que tu étais dans quelle optique à ce moment-là? Est-ce que tu visais des concours? Qu'est-ce que tu pensais faire? Alors, pendant très longtemps, pendant mon cursus, en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais toujours cette idée de médecine, donc en fait, à la fin de ma première année, j'ai hésité à repartir en médecine. Je me suis même inscrite. Et pour ne pas y aller au final. Donc en termes d'école, j'en visais aucune en particulier. Je m'étais dit en fait je vais essayer un peu tout et je verrai ce qui est mieux. Alors du coup c'est la réputation de l'école qui fait surtout qui nous donne envie surtout d'aller là-dedans. Donc à moins d'avoir une idée précise et de se dire voilà par exemple je veux faire des stats et du coup cette école de stats est très très reconnue. Moi c'était pas du tout le cas et notamment donc la deuxième année, j'aurais pu la redoubler, faire une 5,5, mais le fait de pas avoir une école précise en tête, de pas avoir un cursus précis en tête, je me suis dit en fait ça sert à rien, je vais juste redoubler mon année, refaire exactement la même chose. Mais finalement j'ai continué en me disant j'ai toujours la possibilité de faire plein de choses, je ne me suis pas fermée de porte jusque là. Donc tant que j'y arrive entre guillemets, je continue. Mais alors c'est ça aussi la question, c'est-à-dire que comment on définit le terme j'y arrive. Mais bon, a posteriori, voilà, j'ai fini par trouver quelque chose, mais en fait, j'ai mis énormément de temps à arriver au domaine de la biostat. Ok. Et donc à la fin de ta prépa, 2010, tu intègres donc l'école de Centrale Marseille, qui est une école d'ingénieurs. Donc là, quand tu y vas, est-ce que tu te dis, ok, c'est bon, je vais être ingénieur? Je vais être ingénieur, oui, parce que à partir du moment où j'ai intégré cette école, j'espère bien la finir. Ingénieur, c'est très très large, mais non, toujours pas. C'est-à-dire que je me disais là, je vais avoir 3 ans, je suis dans une école généraliste, donc toujours dans cette idée de pas me fermer de porte. Je vais un peu voir ce qui se passe. Et en fait, Centrale Marseille, c'était avant un ensemble d'écoles, notamment réputées en chimie. Et donc, chimie, biochimie, biologie, je me disais, peut-être que je vais trouver mon bonheur. Donc, c'est aussi ça. Bon, clairement, j'ai pas eu d'autres écoles plus hautes à Centrale, mais je me disais, je vais potentiellement trouver quelque chose qui va me permettre d'allier les maths et la bio. Finalement, j'ai pas du tout fait de biochimie. Mais non, j'étais plutôt dans l'attente, dans l'expectative de me dire, qu'est-ce que je peux faire, mais en même temps j'avais un peu plus d'espoir parce que on a on a une variété de cours très importante, on a des stages, voilà, donc je me disais ça va commencer à devenir un peu plus concret. Mais alors autant en prépa je me disais si je me sens pas à ma place, je peux toujours changer, autant en école j'ai commencé à me dire ça va faire 5 ans que je suis indécise, il va quand même falloir que je trouve quelque chose quoi. Et donc là-bas, en ce qui concerne les maths, est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué en particulier? Je garde de ma première année que des cours assez introductifs, assez larges. En deuxième année, après, je suis partie en Erasmus au Pays de Galles. Ouais. Et donc là, j'avais choisi des cours de bioinformatique. Alors de maths aussi, mais en fait ça reprenait tout ce que j'avais fait en première année, donc j'avais pas appris grand-chose. Mais j'avais fait des cours de bioinformatique, donc là je m'étais dit, c'est là en fait que j'ai commencé à me rapprocher petit à petit de la biostatistique en me disant attention, il y a bio et informatique dedans, ça doit être intéressant. Oui, effectivement, ça fait une bonne transition vers un point dont je voulais te parler, ton semestre Erasmus au Pays de Galles. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait le choix de partir à l'étranger et pourquoi avoir choisi ce pays en particulier? Je pense que ça m'a toujours intéressée de partir à l'étranger. Après, j'aimais toujours bien l'anglais, donc je me disais que c'était une bonne façon d'apprendre l'anglais, le vrai anglais, pas l'anglais juste des bouquins. Du coup, je voulais partir, donc c'était 6 mois. En fait, on avait le choix soit de partir 6 mois en Erasmus, soit de faire 1 an en 3e année, et c'était l'équivalent d'un double diplôme. D'accord. Alors à cette époque-là, à Centrale Marseille, si on voulait parler anglais, c'était partir dans un pays anglophone, c'était soit donc au Pays de Galles, à Swansea, soit en Australie. Et pour moi, c'était
trop loin. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette ville-là dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et en plus là-bas, j'avais regardé un peu les cours. Effectivement, il y avait des cours de bioinformatique. Et alors, tu veux dire que la première fois, tu as commencé à faire ces types de cours qui finalement, petit à petit, t'ont mis sur le chemin de ce que tu fais aujourd'hui, c'est à cette occasion quand tu es partie en Erasmus là-bas? Oui, alors c'était surtout les titres qui m'intéressaient. Ouais. Après le contenu, c'était pas exact, c'était vraiment très éloigné de ce que je fais maintenant. D'accord. Mais c'est là en tout cas la première fois effectivement que je me suis dit ah tiens, il y a des cours qui mêlent les deux, et alors peut-être même si c'est pas exactement ce cours-là, j'avais les mots clés quoi. Ouais, la graine a été semée quoi à ce moment-là. Exactement, ouais. Je pense que c'est peut-être là que j'ai entendu le premier mot bioinformatique, et l'année d'après biostat. Et en fait, c'est ça après qui m'a poussée à chercher un master. Donc j'ai fait un master après de bioinformatique, biostatistique, biomathématiques à Lyon. Et effectivement, je pense que oui, c'est mon expérience à Swansea qui m'a amenée à ça. Ok, donc c'est quand tu es revenue que tu es ensuite allée à Lyon? Oui, c'est ça. D'accord. C'est quand j'étais là-bas que j'ai postulé pour une place dans un master de biostat à Lyon. D'accord, ouais. Mais tu avais fini ton école d'ingé à Centrale Marseille? Non, alors du coup, à Centrale, en dernière année, on a la possibilité d'aller dans une autre centrale, donc une autre école du groupe de Centrale, pour soit tout simplement suivre des cours qui nous intéressent plus parce que tu peux avoir des composantes différentes en fonction des centrales, ou suivre un master en parallèle qui est proposé par donc moi elle était proposée par Centrale Lyon. D'accord. Et donc tu peux nous rappeler l'intitulé du master? Oui, alors c'est sûrement pas dans le bon ordre, mais c'était bioinformatique, biostatistique, biomathématiques pour la santé. Et donc c'est là où j'ai commencé à suivre des cours d'analyse statistique pour des données de santé, et en même temps des cours assez généraux encore dans l'école Centrale Lyon de maths. Ok, et donc là, à ce moment-là, donc tu es toujours sur ta lancée d'école d'ingé, mais sur un domaine que tu découvres et qui finalement a l'air d'allier un peu tout ce que t'aimes, puisque c'est pas très loin de la médecine, c'est des données de santé, etc. Est-ce que là, tu es à une période de ta vie où tu te projettes maintenant dans un métier associé, ou c'est toujours pas forcément clair? Alors un peu plus. Effectivement, là, je me dis bon, il y a quelque chose qui m'intéresse, je m'accroche à ça. Après, les cours que j'ai eus étaient c'était dispensé par des médecins, aussi par certains par des mathématiciens. Je pense que j'ai eu un peu une idée de ce que ça pouvait être, mais je pense que c'est vraiment en test. Tu vas me dire, ça commence à être un peu tard aussi, mais un peu plus tard, quand j'ai commencé à vraiment avoir mes projets, où là, je me suis vraiment rendu compte que c'est ça qui me plaisait. Donc là, je me disais, bon, ça allie ce que j'aime bien, c'est appliqué à des données de santé, mais comme j'avais pas vraiment fait quelque chose de concret avec, je pense que j'étais encore en train de me dire, je vais voir où je vais et je vais voir où ça me mène, quoi. Ok. Alors, peut-être ça va quelque part répondre un peu à ma question suivante, parce que donc 2013, tu termines, tu obtiens ton diplôme d'ingénieur, donc en modélisation mathématique et biochimie, biologie cellulaire. Et donc là, il y a des tas de gens, c'est fini, ils partent, ils rentrent sur le marché du travail et ils essayent de trouver un poste. Mais non, toi, tu fais le choix de continuer et donc de démarrer un doctorat en santé publique, option biostat. Donc, pourquoi tu as fait ce choix-là? Déjà, pendant mes 3 années d'école, j'avais fait 2 stages. Donc, on a un stage en fin de M1, l'équivalent du M1 et ensuite du M2. Et même si c'était pas exactement en biostatistique, c'était en recherche. Et ça m'a énormément plu. Donc, par exemple, en M1, j'étais dans un institut de génétique sur de la génétique animale. Je devais manipuler des drosophiles pour essayer de prélever les ovaires. Il y avait de la manipulation et aussi du traitement de données. Et même si j'avais pas du tout de background biologique, je m'étais dit je sais pas si je veux faire ça, mais en tout cas, ça m'intéresse. Et je m'étais vraiment j'avais senti que je faisais partie d'un projet de recherche, et c'était pas juste un projet scolaire
tu vois, à présenter à la fin de l'année. Donc ça m'avait énormément plu. J'allais pas continuer forcément en biologie vu que j'avais pas les outils pour. Mais voilà. Et après en M2, j'avais fait dans une équipe de recherche INSERM sur l'analyse de données d'IRM, donc des images d'IRM de cerveau sur la sclérose en plaques et l'AVC. Donc pareil, il y avait tout l'aspect biologique derrière. On avait rencontré des médecins qui nous avaient raconté le type d'image qu'on voyait, qu'est-ce que c'était une lésion, etc. Donc moi, il y avait tout cet aspect application biologique qui me plaisait, tout en faisant une analyse maths, stats à côté. En plus, là, c'était un stage de 6 mois, donc il m'avait envoyé dans une conférence, alors pas pour présenter, mais pour y assister. J'avais trouvé ça fou. Il m'avait demandé de leur faire un petit cours sur R. Donc R, c'est le logiciel qu'on utilise. Donc voilà, j'avais vraiment pareil, je m'étais vraiment sentie comme, alors pas membre, mais presque quoi. Ouais, t'avais eu un vrai aperçu de la vie de la recherche, exactement. Ce qui est, enfin, c'est génial parce que justement, c'est pas, en général, c'est pas avant de commencer à en faire soi-même pendant sa thèse qu'on voit vraiment en quoi ça consiste, quoi. Ouais, je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur ces deux stages qui m'ont vraiment plu. Pareil, le fait de rester 6 mois, il y avait d'autres étudiants, il y avait des jeunes chercheurs, donc en fait, il y a vachement d'émulation. On parlait beaucoup de ce qu'on allait faire plus tard, qu'est-ce qu'on envisageait pour la suite. Et sur la plupart des gens qui étaient là, on a continué en thèse, donc pareil. Je pense émulation, le fait de tous faire un peu la même chose. Mais par contre, je voulais rentrer sur Bordeaux. Parfaite transition. Donc, comme je te disais, tu as fait ton doctorat en santé publique donc à Bordeaux, dont je vais donner le titre. Donc, prise en compte de la sélection par le décès dans l'étude de la démence et du déclin cognitif, donc sous la direction d'Hélène Jacquemin-Gada. On a une petite idée de pourquoi tu t'es retrouvée à Bordeaux, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont le projet s'est monté? J'avais contacté Hélène pour mon sujet, pour mon master 2. Déjà. Donc j'avais vu qu'elle faisait des biostatistiques sur la maladie d'Alzheimer et comment t'étais tombée sur son travail? J'avais cherché en gros équipe de biostatistiques en Aquitaine et finalement c'est une chance d'en avoir trouvé une en quelque sorte à Bordeaux, parce que je veux dire, je suis pas du tout partie là-dedans en me disant bon, je vais pouvoir rentrer à Bordeaux alors que je savais qu'à un moment je rentrerais à Bordeaux, quoi. J'avais un peu cherché, mais alors je me souviens plus, mais donc il y a un master de santé publique ici. Je pense que je l'avais vu aussi, mais en fait j'avais suivi celui de Lyon parce que il y avait cette correspondance, ce double diplôme avec Centrale. Du coup, je crois qu'elle m'avait proposé le stage, mais comme les calendriers ne correspondaient pas, évidemment j'étais pas venue. Donc je lui avais dit que j'étais intéressée par une thèse. Elle m'avait dit que je pouvais passer le concours pour avoir la bourse de l'école doctorale. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça que tu t'es retrouvée donc sur ce projet. Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en quoi ça consistait concrètement? Oui. D'abord, je vais peut-être faire une petite intro sur la biostat parce que donc moi j'ai entendu parler de la biostat assez tard. Donc la biostatistique, qu'est-ce que c'est? Donc il y a bio et statistique dedans, mais plus généralement c'est les mathématiques dans le domaine de la santé. Et donc moi je travaille plus en particulier dans la santé publique. Donc la santé publique, qu'est-ce que c'est? C'est la santé des populations. Donc en gros, c'est l'ensemble des efforts qui sont faits pour promouvoir et protéger ou restaurer la santé des populations. Et donc là, par exemple, pour le Covid, on a beaucoup entendu parler d'épidémiologie, de biostats. Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire, on va s'intéresser à une maladie, on va essayer de répondre à des questions cliniques. Donc ça va être par exemple de la compréhension et la description de l'évolution des maladies. Ça peut être l'identification de facteurs de risque. Donc on appelle facteurs de risque des facteurs qui vont augmenter le risque d'avoir une maladie. Ouais. Ça va être quantifier l'efficacité d'un traitement. Donc par exemple pour le Covid, on en a beaucoup parlé sur les vaccins. Décrire la situation, décrire le nombre de décès, le nombre de personnes atteintes par la maladie. Donc voilà, donc les biostatistiques, en gros, ça va être toute la méthodologie qu'on utilise pour essayer de répondre à ces questions à partir de données, de grosses données, de grosses bases de données.
Donc moi, je travaille sur la maladie d'Alzheimer. Et donc la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui a été la première fois présentée par le professeur Alois Alzheimer, donc d'où le nom, et qui est liée à la démence. Donc pendant très longtemps, on a pensé que la démence, en fait, c'était un vieillissement normal, c'était la sénilité, voilà. Et petit à petit, on s'est rendu compte que non, en fait, c'était un ensemble de symptômes. En tout cas, c'était pathologique. Tu veux dire que avant on pensait que c'était le chemin normal que quand on vieillissait. Oui, du vieillissement cérébral. Et en fait, non, c'est symptomatique de quelque chose qui est vraiment physiquement peut être observé. Exactement. En fait, c'est causé par des maladies cérébrales. Ouais. Donc, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Et c'est ça qui va entraîner le déclin cognitif, la perte d'autonomie, okay. etc. Et donc, on fait souvent le lien entre Alzheimer et démence, mais en fait, Alzheimer, ça représente à peu près 70% des cas de démence. Et sinon, on a aussi par exemple, Parkinson, c'est un type de démence, ou maladie de Lewis. Mais qui vont être définis par d'autres processus physiopathologiques. Ok, et donc quelque part, en fait, il y a très longtemps, quand les gens disaient oui, non, mais il est juste vieux, c'était ces maladies-là, quoi. Mais on n'avait pas encore... Potentiellement, après, on a aussi le fait qu'on vit de plus en plus vieux. Oui, c'est vrai. Donc, il y a aussi cette transition-là à prendre en compte. Mais oui. Ok. Voilà. Donc, en fait, on a un certain nombre de données qui sont récoltées pour l'étude de la maladie d'Alzheimer. Donc, moi, par exemple, pendant ma thèse, je travaillais sur des tests cognitifs. Donc, par exemple, je vais te demander de me dire un maximum de noms d'animaux en 10 secondes, un maximum de noms de fruits en 10 secondes. Okay. Voilà. Donc, en fait, la cognition, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est un phénomène qu'on n'observe pas, qu'on ne sait pas quantifier en tant que tel, et par contre qui a énormément de composantes. Donc tu vas avoir le langage, la compréhension, l'orientation dans l'espace, dans le temps, et donc on va avoir plein de tests cognitifs qui vont essayer de quantifier toutes ces dimensions-là chez des personnes. Et donc l'idée, c'est d'essayer de le quantifier en fonction du temps, et ensuite de voir comment ça évolue, et de voir est-ce que les femmes sont plus à risque de démence et de déclin cognitif, est-ce que l'âge est un facteur de risque, etc. Bon, ça c'est assez général, mais moi par exemple, à partir de ces données, je voulais répondre à la question, voilà. Comment évolue la maladie et comment évolue la probabilité de développer la démence au cours du temps. Et donc pour ça, on utilise ce genre de données, mais il faut prendre en compte la complexité des données. Donc on va avoir des données par exemple qui sont répétées mais qui sont pas complètes, parce que par exemple si tu réponds à ce test aujourd'hui, je vais pas te le poser demain, après-demain, enfin c'est-à-dire que chaque donnée qu'on a, c'est une personne qui est allée chez un médecin ou qui est allée dans une clinique, qui a répondu à tout un ensemble de tests, donc c'est pas forcément cher d'un point de vue financier, mais ça peut être lourd. Donc c'est des données qui sont vues de manière intermittente. Voilà. Après, on peut avoir des individus qui vont pas être suivis jusqu'au bout, oui. Parce que soit ils déménagent, oui. Donc ça, voilà. Soit en fait ils deviennent déments et ils sont plus en capacité de venir, soit ils décèdent tout simplement. Donc voilà, c'est plein de particularités en fait qui sont liées au type de données qu'on va analyser, qu'on doit prendre en compte dans nos analyses statistiques pour répondre au mieux à des questions cliniques. Je suis toujours pas arrivée à ce pourquoi. Mais très bien. Quoi je faisais en tête. Tu places parfaitement le contexte, donc c'est super. Moi, j'apprends plein de choses. Je suis sûre c'est pareil pour les auditeurs et auditrices, donc c'est parfait. Et donc, moi, dans ma thèse en particulier, je voulais prendre en compte le fait que il y a énormément d'hétérogénéité dans l'évolution cognitive dans la population. Donc, la maladie d'Alzheimer, et la démence, notamment, c'est caractérisé par un déclin cognitif. Ça peut être la maladie d'Alzheimer, c'est aussi, d'un point de vue physiopathologique, caractérisé par l'agrégation de certaines protéines qu'on appelle protéines tau dans la substance grise. Donc, la substance grise dans le cerveau, c'est la partie extérieure, le cortex, et à l'intérieur, on a la substance blanche. Ok. Donc ça veut dire que, excuse-moi, je me permets, ça veut dire que ça peut être visible
tu peux, si tu fais, je sais pas, le bon truc, le scanner Oui. ou des choses comme ça, tu peux Exactement, voir oui, ça se physiquement voit, ouais. les choses qui, quelque part, soit sont une conséquence, soit provoquent, ça, c'est pas très clair pour moi, mais des signes de la maladie d'Alzheimer. Oui, exactement, oui. En fait, ça, c'est la définition, c'est comment on définit la maladie. Après, la démence, c'est un ensemble de symptômes qui sont causés, en fait, D'accord. par cette maladie. Ok. Donc, la maladie, c'est la visibilité de ces choses dont tu parles là. oui, Ok. voilà. Et donc, en fait, l'agrégation de ces protéines, et alors il y a des peptides qu'on appelle amyloïdes, ça va entraîner la mort des cellules, la dysfonction, le dysfonctionnement des cellules. Et en fait, il y a énormément d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on va observer des gens qui ont des lésions, mais qui arrivent à compenser d'une manière cognitive et en fait à avoir un niveau cognitif toujours bon. D'autres personnes, au contraire, voilà, qui vont avoir un déclin cognitif très prononcé. Et donc ça, c'est une des difficultés de l'étude de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Et donc ça, dans ma thèse, j'ai essayé de le prendre en compte en essayant d'identifier des sous-groupes de la population qui ont des trajectoires cognitives différentes. C'est-à-dire que au lieu de définir un modèle d'évolution, donc une trajectoire qui décrirait toute la population, en fait cette hypothèse elle est trop restrictive. On essaye d'identifier des sous-groupes dans la population, alors qu'ils sont pas connus a priori, et qui sont associés à des déclins plus ou moins marqués et à des risques de démence plus ou moins forts. Donc en maths, le type de modèle qu'on utilise, c'est des modèles de clustering, enfin de classification. Ok. Donc une partie du travail, c'est quelque part de bien les regrouper pour pouvoir prédire plus facilement, parce que c'est trop général si on met tout le monde en même temps, ensemble. Oui, voilà, c'est ça. C'est essayer d'identifier des sous-groupes de la population qui sont plus à risque de la maladie. Et alors, au début, ça peut être juste pour décrire l'évolution de la maladie dans ces groupes-là, mais le but, ça peut être aussi, par exemple, une fois que tu as identifié les personnes qui sont à fort risque, tu vas pouvoir peut-être les traiter d'une certaine manière. D'accord, ok. Voilà, ou développer des traitements spécifiques à un certain groupe de la population. Ok, d'accord. Donc ça, c'était ce que tu as fait pendant ta thèse, c'est ça? Voilà, bah ça c'est un aspect. Après, il y a d'autres complexités des données qui sont vraiment caractéristiques. Donc, par exemple, la survenue de la démence, on va pouvoir la diagnostiquer au temps de visite, mais dans ce qu'on appelle les cohortes. Donc, c'est les ensembles de patients qu'on étudie et qui sont suivis de manière régulière. Dans la cohorte que j'utilisais, par exemple, les patients étaient vus tous les 2-3 ans. Mais potentiellement, ça veut dire qu'on a une incertitude sur le temps exact de survenue de la démence de 3 ans. Donc ça, bon, dans certaines situations, ça peut biaiser les estimations. Et surtout aussi, les individus qui développent la démence sont aussi à risque plus fort de décéder. Et donc, ils ont un risque de développer la démence et de décéder avant qu'on les diagnostique dément. Donc voilà, c'est toutes les caractéristiques, les complexités des données qui sont à prendre en compte dans nos analyses. Et moi, c'est particulièrement à ça que je m'intéressais. Ok. Et donc, ça veut dire que ces données, tu les récupérais comment? C'est-à-dire que c'est pas toi qui allais faire les tests cognitifs aux patients? Non, c'est des accords avec. Donc là, moi, je travaille à l'ISPED, qui est et au centre Bordeaux Population Health, qui est en lien avec le CHU. Donc là, c'est des accords pour avoir accès à leurs données, mais souvent, voilà, c'est des accords où on demande l'accès à certaines cohortes, à certaines données. D'accord. Et t'interagissais à aucun moment avec les docteurs? Les patients. Alors, les docteurs, non. Après, il y a des médecins chez nous qui sont médecins épidémiologistes. Donc là, on peut avoir des réunions avec eux, etc. Mais en tout cas, les médecins et les personnes qui diagnostiquaient, non, moi, j'ai vraiment rien à voir avec la collecte des données. Ok, d'accord. Donc, super. Merci beaucoup pour cette explication de ta thèse. On voit assez clairement les problématiques qui t'intéressent. Si je reviens du coup à des aspects plus pratiques, on va dire. Donc, c'est une période de ta vie où tu as découvert un peu en le pratiquant ce qu'était le métier de chercheuse. Est-ce que ça s'est bien passé? Comment tu as trouvé cette période? C'est une période que tu as aimée? Oui, j'ai beaucoup aimé. Il y a une très bonne ambiance au sein du labo. On était plusieurs à faire notre thèse en même temps. Ça, je pense que c'est très important aussi, parce qu'il y avait quand même un groupe assez soudé et qui ont commencé à peu près au même moment. Et ça, c'est hyper important pour discuter
des potentielles difficultés. Potentielles. Et puis juste même, voilà, on est encore une fois, on est tous dans le même bateau, donc on s'est très bien entendu. J'avais aussi donc une directrice de thèse que j'admire, qui m'a très très bien encadrée, qui je pense a compris dès le départ que voilà, j'avais pas forcément un background très statistique. Enfin, j'avais fait mon master, mais finalement il y en a d'autres ici qui sont arrivés avec un master 1, un master 2, ou même une école de 3 ans de stats. Donc voilà, là, elle a su s'adapter à mon niveau, on va dire. Et j'ai découvert énormément de choses. Donc j'ai repris des cours notamment dans le master 1, dans le master 2 là de biostat qui propose ici au début pour me remettre un peu à niveau. Et après voilà, autant sur l'aspect biologie, bon, même si en tant que biostatisticien, on a quand même beaucoup moins de connaissances, enfin on n'a pas des connaissances assez aussi approfondies que les médecins ou les épidémiologistes, mais comme on a une application, on est obligé d'en connaître un minimum dessus pour savoir ce que représentent les données. Et autant sur ça que bien sûr les statistiques, le code, donc ça fait aussi partie pas mal de ce qu'on fait au jour le jour. Donc j'ai appris beaucoup de choses et aussi ils m'ont donné l'opportunité de donner des cours. Donc en 2e et 3e année de thèse, j'ai fait une mission complémentaire d'enseignement. Et donc ça en fait c'est aussi une façon d'apprendre. Enfin, on apprend aux étudiants, mais on apprend aussi nous-mêmes beaucoup plus parce que la façon d'expliquer, de retranscrire, etc., nous fait apprendre énormément, prendre d'autres points de vue, etc. Donc c'était très formateur. Ouais. Une question que j'aime bien poser, c'est donc évidemment tu faisais de la recherche, etc. Mais est-ce que tu te sentais déjà chercheuse pendant ta thèse ? Alors non, pas du tout. Mais après, c'est ça qui me plaisait aussi, le fait d'être en thèse, pour moi, en fait, donc toujours dans cette idée de repousser le moment où je me plongerai dans la vie, dans la vraie vie. Mais en fait, on est encore étudiant quand on est en thèse. Et donc, je me disais, je suis là pour apprendre. Mais non, je me sentais pas du tout chercheuse. En fait, j'avais l'impression de tout découvrir. Donc, je me sentais encore très nouvelle dans ce domaine-là. Mais je pense que la première fois où j'ai vraiment pris du plaisir, on va dire, à parler de mon travail, etc. En fait, finalement, c'était à la soutenance de thèse. Donc, ça peut être hyper stressant, hein, ça l'était, ça c'est sûr. Mais j'ai plus vécu ça comme une discussion. Voilà, on m'avait dit c'est ton sujet, c'est toi qui le connais le mieux. Voilà, les gens sont pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, etc. Et là, oui, c'était, je pense, la première fois où je me suis dit, c'est pas juste une évaluation, je suis pas juste en train de continuer mes études. J'ai un projet, j'ai quelque chose que j'aime, et je le partage avec d'autres, quoi. Ok. Et donc là, est-ce que le fait que tu te sois pas sentie tout de suite chercheuse, tu disais oui, tu te sentais étudiante, tu avais des choses à apprendre, mais est-ce que toi, tu as souffert de ces problèmes que certains ont des fois d'illégitimité, de pas se sentir complètement légitime, syndrome de l'imposteur, etc. Ouais. Alors complètement. Alors, déjà en master 2, donc j'avais fait le stage là dans une équipe plutôt d'imagerie cérébrale où en fait il y avait pas de statisticien. Donc moi j'avais foncé à tête baissée parce que depuis le début voilà, le domaine du cerveau, tout ça m'intéressait, j'avais envie d'apprendre des choses dessus. Mais en fait d'un point de vue statistique, il y avait vraiment personne pour me conseiller. Alors heureusement j'avais ma prof de centrale qui m'a beaucoup suivie pour le coup. Et alors là, énorme syndrome de l'imposteur, je me disais, en fait, si je fais une erreur, il y a personne qui va venir me dire que c'est faux. Il y a personne qui va venir me challenger, qui va me dire, et je me disais, je pourrais très bien faire quelque chose de totalement faux. Personne ne viendrait me voir pour me dire que ça allait pas. Et pourtant, et en plus, donc encore plus de syndrome de l'imposteur parce que mon stage s'est très bien passé et mes encadrants étaient très contents de mon travail. Et du coup, j'avais l'impression, mais qu'ils étaient complètement à côté de la plaque, qu'ils savaient pas. Enfin, voilà. Donc, première grosse expérience de sentiment d'imposture.
Et en thèse, oui, parce que effectivement, j'étais avec des personnes, les autres PhD, les autres doctorants avaient suivi pour la plupart le master. Moi, je ne l'avais pas suivi. Je savais que bon, il y avait un bon niveau dans mon master à moi, mais je pense que c'était quand même beaucoup moins soutenu, et notamment en termes de maths. Et par contre, voilà, dès le début, j'ai voulu prendre des cours pour essayer de me remettre à niveau, mais je me sentais quand même pas au même niveau que les autres. Ça, c'est sûr. Et du coup, ce qui m'interpelle, c'est que tu dis que donc c'est pendant ta soutenance de thèse, peut-être la première fois où vraiment tu as ressenti le plaisir de parler de tes recherches, etc. Peut-être quelque part un peu assumer ton statut. Est-ce que tu dirais que c'est à ce moment-là que tu t'es sentie légitime ou que ça commençait ou c'est plus tard que c'est venu? Alors, légitime. Alors, il y avait sûrement un peu plus de légitimité à ce moment-là. Je pense que la légitimité en tant que telle, je l'ai eue, enfin, si je peux dire que je l'ai, au moment où j'ai eu mon poste. Ouais. Vraiment, ouais. Mais là, oui, c'était plus, voilà, la première fois où je me disais, j'ai choisi la bonne voie. En fait, pendant toutes ces années, j'ai pas arrêté de me dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais ça, je vois pas à quoi ça mène. Et là, je me suis dit, ben non, ça m'intéresse vraiment et j'ai envie de continuer dans cette recherche-là, etc. Donc, ouais, c'était un peu un tournant dans ce sens-là, de me dire, enfin, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, quoi. Ok. Eh ben écoute, parfaite transition parce que du coup, je suppose que c'est pour ça que tu as continué en post-doctorat. Donc ensuite, tu es allé Voilà. en post-doctorat à Cambridge, donc retour en Grande-Bretagne. Oui. Ah, tu voulais repartir à l'étranger là à ce moment-là? Oui, parce que en fait, alors j'avais pour ambition, en tout cas, de rester dans la recherche publique. Ouais. Et ben, en tout cas, dans notre domaine, on m'avait dit c'est très important de faire un postdoc et c'est mieux de le faire à l'étranger. Mais voilà, Cambridge, c'est une très bonne université, hyper reconnue, donc tout le monde veut y aller, on va dire. Mais du coup, il y a énormément, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de compétition. Moi, je venais d'un laboratoire où il y avait une très bonne ambiance, autant chez les jeunes chercheurs qu'avec les seniors. Ça s'est très bien passé avec mon encadrant. Mais j'ai senti cette compétition et bon, voilà, tout ça fait que j'étais très contente d'avoir cette expérience-là, mais je me serais pas vue continuer là-bas. Mhm. Bon, déjà parce que je voulais rentrer, mais parce que il y avait un niveau de compétition un peu trop fort pour moi, je pense. Moi, je voulais revenir à Bordeaux. Ouais. Donc j'avais quand même une grosse contrainte géographique. Je voulais être maître de conférence. Pourquoi? Maîtresse de conférence, du coup, c'est enseignante-chercheuse. Tu aurais pu te dire, bah, je peux être chercheuse et j'enseignerai, puisque les chercheurs et chercheuses dans les instituts tels que l'INSERM, l'INRIA, le CNRS, etc., ils ont aussi le droit d'enseigner. C'est juste que ça fait pas partie de leur fiche de poste, donc ils n'ont pas autant d'heures d'enseignement que nous. Pourquoi, pour toi, c'était clair que c'était un poste de maîtresse de conférence que tu voulais? Déjà, j'avais donné des cours pendant ma thèse, alors même si ça n'a rien à voir parce que j'avais que 64 heures, mais ça m'avait quand même beaucoup plu. Ouais. Et surtout, j'avais eu l'impression un peu d'avoir une bouffée d'air par rapport à ma recherche, où voilà, parfois ça peut être un peu dur, on est un peu coincé, on est bloqué, tout ça, et les cours, ça permet un peu de penser à autre chose, de solidifier un peu ses propres bases, ses propres connaissances. Et les cours, en fait, j'avais trouvé ça hyper gratifiant. C'est-à-dire qu'on voit directement si l'étudiant en face de toi a compris ou pas. Bon, il comprend, enfin, je veux dire, ça peut prendre du temps hein, aussi. Est-ce que tu fasses passer le bon message, etc. Mais en fait, ça me poussait aussi à adapter mon discours, à m'intéresser à d'autres choses que ma thèse, parce que pendant la thèse, on est vraiment focalisé sur. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, en plus, j'avais les mêmes données tout du long. Enfin voilà. Et alors que là, dès qu'on présente une méthode, il faut aussi parler d'autres applications, par exemple. Voilà. Et aussi parfois des retours aussi des étudiants. En fait, c'est un échange des deux côtés. Donc ça m'avait vraiment plu. Et je pense que je m'imaginais pas faire de la recherche tout le temps. Je pense que ça permet aussi d'apprécier la recherche pour ce que c'est et de pas être tout le temps la tête dedans, si je si je puis dire. Ça donne un certain équilibre, là, je comprends complètement.
Donc, tu as fait 2 ans de postdoc à Cambridge. Ensuite, tu as fait 3 ans de postdoc à Bordeaux, je crois. Et donc, déjà, est-ce que à chaque fois que tu changeais de postdoc, tu changeais de sujet aussi ou tu continuais des choses que tu faisais? Comment ça s'est passé, tes différentes positions? Alors, j'ai gardé la même application tout du long, donc la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et par contre, je développais des méthodologies différentes. Donc, par exemple, quand je suis partie à Cambridge, j'ai utilisé une méthode estimation bayésienne, donc que je ne connaissais pas, qui était bien utilisée déjà là-bas. Donc, je me disais, voilà, c'est quelque chose que je vais apprendre et que je vais pouvoir ramener avec moi. En fait, on m'a toujours dit, voilà, à la fin, quand on va candidater pour des postes, il faut quand même une sorte de fil rouge. Donc soit l'application, soit les méthodes. Moi, dans ce cas-là, c'était l'application, même si en fait les méthodes sont quand même pas si différentes que ça. Et donc voilà, quand moi j'étais c'était sur l'estimation bayésienne. Et après, quand je suis revenue à Bordeaux, donc j'utilisais toujours des tests cognitifs, aussi des marqueurs d'imagerie. Donc en gros, pour la maladie d'Alzheimer, on a ces lésions qui apparaissent et qui vont entraîner une perte neuronale et une atrophie cérébrale. Et donc comment on quantifie ça? On va pouvoir calculer le volume de certaines régions du cerveau et regarder comment ça évolue dans le temps. Ok. Et donc 2022, tu obtiens ton poste de maîtresse de conférence à l'Université de Bordeaux. C'est ça? Voilà, Okay. oui, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a marché, mais est-ce que tu avais quand même un plan B si jamais ça se faisait pas ou... Alors, mon plan B hypothétique, ça a toujours été de partir dans le privé. D'accord. Donc, on a pas mal de personnes aussi, enfin pas mal, certaines personnes même d'ici qui sont parties dans le privé et qui s'éclatent. Donc, en fait, ça reprend un peu mon état d'esprit d'avant, mais je me disais en fait, tant que j'y arrive, je continue, j'essaye, voilà. Et le jour où j'y arrive pas, voilà, il va bien falloir que je sorte de ma zone de confort et que j'essaye un peu ailleurs. Mais bon, forcément, ça fait un peu peur parce que j'ai jamais travaillé dans le privé et tout ça, mais de voir que même des gens qui étaient proches, qui ont fait la thèse avec moi et tout, s'éclatent dans le privé, je me disais, je peux trouver les stats, ça s'applique à pas mal de choses. Et de toute façon, il y avait des entreprises privées de biostats, donc je me disais, il y a toujours un plan B possible. Ok. Mais je voulais vraiment rentrer à Bordeaux. Ouais. Ok, bon, super. Et donc, écoute, comme on l'a dit, ça s'est très bien passé. Et donc, tu as obtenu ton poste de maîtresse de conférence que tu occupes depuis 2022 à l'Université de Bordeaux. Et donc, écoute, ça conclut cette première partie de retour sur ton parcours. Et ça nous amène naturellement donc vers la seconde partie où tu vas nous parler un petit peu plus de ton métier d'enseignante-chercheuse. Donc, alors... En général, je commence parce que selon les gens, des fois, ça a un peu évolué par quelles sont tes thématiques de recherche. Est-ce que tu es dans la directe continuité de ce que tu as fait toujours ou il y a quand même un petit peu de nouveautés? Qu'est-ce que tu regardes qui t'intéresse en ce moment? Alors, c'est dans la continuité, même si en fait, à chaque fois, on va essayer de prendre en compte une autre complexité des données. Donc là, j'étudie différents marqueurs, donc comme je disais, les tests cognitifs, des marqueurs d'atrophie cérébrale, des marqueurs de dépendance, et en fait, toujours dans l'idée d'identifier des sous-groupes. Et donc c'est bien d'avoir de plus en plus de données, mais finalement, parfois on n'a pas forcément plus d'informations. On a ce qu'on appelle du bruit. Et donc là, une de mes thématiques, par exemple, un de mes développements, c'est d'essayer d'identifier les marqueurs qui sont vraiment intéressants pour discriminer entre les groupes. Donc, par exemple, si j'obtiens 3 groupes, mais qui ont exactement la même trajectoire de ce test cognitif ou de cette région du cerveau, je vais pas sélectionner ce marqueur-là. Voilà. Donc on appelle ça des procédures de sélection de variables. Alors c'est pas en grande dimension comme on entend beaucoup parler là, le big data, ça commence à être très à la mode, très à la mode. Mais bon, on peut quand même avoir le même type de questions, même avec des données un peu moins massives. Ok, super. Écoute, très bien. Là, maintenant, je pense qu'on a bien fait le tour des questions qui t'intéressent. Donc, à nouveau, revenons à des choses pratiques. Donc, question classique. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier,
Est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées? Alors, j'ai pas vraiment de journée type, mais ce que je peux faire dans la journée, donc il va y avoir des moments où je fais de la bibliographie, des moments où, alors souvent je vais avoir des développements bioinformatiques, donc la dissémination, nous c'est quand même très important. On va en fait plus, en tout cas dans notre équipe, on va plus développer des outils statistiques, et donc pour les développer on a besoin de calculs, donc de l'ordinateur, et on va utiliser un logiciel. Donc moi le logiciel que j'utilise le plus souvent c'est R, c'est le logiciel qui est vraiment très utilisé par la communauté biostatisticienne. Et donc voilà, on va passer des heures et des heures derrière l'ordinateur à essayer de d'écrire nos programmes, de les faire tourner, de les améliorer, de faire en sorte qu'ils soient plus rapides aussi, et de les tester pour les valider. Donc on va faire des simulations, voilà. On aura des données qu'on va générer, donc comme on les génère, on connaît la vérité en quelque sorte, et on va tester nos modèles pour voir si les résultats correspondent bien à la vérité. Bon, c'est très très général, mais c'est l'idée. Et après il y a toute la partie application aussi. Donc ça c'est si on fait un développement. Si on fait une application, on peut utiliser bien sûr des méthodes qui existent déjà, mais on va regarder donc les données, essayer de les décrire, bien comprendre la question clinique, et essayer d'utiliser le modèle le plus adapté possible, à la fois aux données et à la fois à la question. Et ensuite, bien sûr, faire tourner le modèle. Et après, il y a toute la partie interprétation et dissémination des résultats. Donc soit sur un article, bon ça c'est une partie importante de notre travail, soit en conférence ou en séminaire. Donc c'est tout autant d'opportunités de parler de notre travail et d'avoir le feedback des collègues. Et il y a aussi la dissémination donc des outils biostatistiques. Alors on va parler de package R par exemple. Donc c'est en gros une librairie de fonctions qui vont permettre en fait à une personne extérieure d'utiliser notre algorithme sans avoir à tout recoder. Alors, on essaye de le rendre le plus ergonomique et le plus facile d'utilisation pour quelqu'un qui n'est pas méthodo, pas développeur, et voilà, potentiellement épidémiologiste, médecin, etc. Donc il y a toute cette partie aussi, et puis après il y a la partie d'enseignement. Donc là c'est création de cours, le cours en lui-même, les examens, la correction de copies, les stages. Alors, quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu as dit des fois, donc on doit passer du temps à bien comprendre la question clinique, etc. Est-ce que du coup, tu es amené à lire de la bibliographie médicale? Oui, mais c'est clairement pas le plus gros de mon temps. Enfin, on va dire que si j'ai des questions médicales, je vais plutôt m'adresser aux personnes ici, donc des épidémiologistes qui sont en charge des cohortes, des études, et ils vont être en capacité de me répondre. Donc ça va être, si j'ai une question, je vais plutôt m'adresser à ces personnes-là, et c'est ces personnes-là qui vont vraiment m'expliquer ce que représentent les biomarqueurs, comment c'est censé marcher dans le cerveau, etc. Après, oui, ça peut m'arriver, bien sûr, mais c'est quand même plus simple quand c'est une personne qui nous explique. C'est sûr. Ok, super. Bah, écoute, tu viens de nous brosser effectivement le panel des activités qui t'occupent en tant que chercheuse, enseignante-chercheuse. Donc naturellement, j'ai envie de te demander quelle est la partie où tu prends le plus de plaisir? Alors, j'ai envie de te dire la partie codage quand ça marche. Parce que ça, vraiment, c'est un peu comme si tu prenais un shoot d'adrénaline, quoi. Quand t'as un truc qui ne marche pas pendant des heures et des jours, et tout d'un coup, tu comprends. Non, et puis ça, le fait de coder, alors, il faut pas si tu passes trop longtemps que ça marche pas, forcément, ça peut te démoraliser. Mais c'est un peu, voilà, comme un jeu. C'est-à-dire que tu développes toi-même ton petit code, t'essayes de trouver quand il y a des erreurs, voilà, c'est assez ludique, si je peux dire. Oui. Alors moi j'aime bien donner des cours, donc il y a toujours le petit passage un peu stressant avant où tu dis est-ce que c'est tout prêt, est-ce que c'est ça. mais moi j'ai des cours où j'ai un faible effectif, donc en master 1 ça va, une vingtaine, tu vois.
Et alors licence d'orthophonie par exemple, ils sont jusqu'à 40. C'est quand même des petits effectifs. Et donc notamment quand ils sont 20, c'est hyper sympa parce que bon, il faut qu'ils prennent la parole, etc. Mais souvent, c'est quand même plus facile pour eux, même en TP, en TD, d'échanger, d'interagir avec eux. Et puis en plus, on leur fait faire des projets, etc. On les connaît un peu mieux, on va dire, que si j'étais dans un amphi de médecine, par exemple. Donc voilà, oui, donner les cours aussi. Après, ça va paraître bizarre, mais par exemple, créer les examens aussi, c'est un peu... non, mais c'est-à-dire que en fait, tu vois, tu te dis, bon, voilà, c'était les objectifs pédagogiques, c'était ça. Comment je vais pouvoir, tu vois, bien voir s'ils ont compris, en même temps essayer de pas faire la même chose que les exercices parce que c'est pas du copier-coller tout ça. En même temps un truc pas trop dur parce que sinon c'est pas l'idée non plus, mais c'est challenging, voilà, c'est. Ok. Et au contraire, du coup, quelles sont les choses que peut-être tu aimes le moins ou que peut-être tu trouves ingrates, des tâches ingrates? Alors, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais je sais que candidater pour des financements, c'est la chose la plus ingrate. Puis voilà, je parlais du fait de coder, etc. Ben quand ça marche pas, c'est compliqué quoi. Donc voilà, il y a pas que des choses positives, hein. Il y a quand même des choses aussi difficiles dans ce métier, mais. Donc ce qui est marrant, c'est que quand même ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins, c'est la même chose. C'est très lié. C'est pas le même moment, mais c'est la même chose. Exactement. Pour que les gens puissent visualiser un petit peu, j'aime bien leur donner une image précise. Toi, alors, on a compris que tu passes beaucoup de temps derrière ton ordinateur parce qu'une grosse partie de ton travail consiste à coder. Est-ce que tu as aussi des moments où tu es avec un crayon, une feuille ou au tableau, une craie? Comment ça se passe? Alors oui, au moment où justement on définit la méthodologie qu'on va utiliser. Donc là, on va être autour d'une table, on va faire du brainstorming. Donc là, dans ce cas-là, oui, on va avoir un crayon, un stylo. Mais après, l'implémentation et la concrétisation, c'est tout via l'ordinateur. Ok, donc tu passes quand même plus de temps les mains dans le code, etc., que à faire autre chose, à faire des calculs sur une feuille, par exemple. Ah bah oui, parce que même en fait, pour un temps donné où on définit une méthode, après le temps de l'implémenter, souvent ça prend quand même plus de temps. Mais les deux sont très importants, bien sûr, oui. Ok. Pour la définition de la méthode. Ok, on va finir cette partie en revenant une dernière fois sur ta composante enseignante, donc dont tu nous as parlé et dont on a bien compris qu'elle est assez importante pour toi. Du coup, j'ai envie de la lier avec la partie recherche. Est-ce que tu penses que ça t'apporte quelque chose dans ta recherche de faire de l'enseignement ? Ah oui, je pense que ça m'apporte. En fait, même dans la recherche, nous, sachant que c'est très transdisciplinaire, donc on a parlé avec des épidémiologistes, enfin comprendre les questions cliniques, etc. Il faut savoir, voilà, s'adresser à une personne qui est pas forcément méthodo, qui est pas forcément, qui a pas exactement le même discours ou le même vocabulaire que nous. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis même si c'est quelqu'un qui a le même discours, le même vocabulaire, le fait de prendre du recul et d'essayer d'expliquer clairement des notions, tout ça, nous-mêmes, en fait, à chaque fois, ça nous amène à nous poser des questions. Voilà, je fais ça depuis le début, mais en fait, pourquoi je fais ça ou qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Donc, je pense que cet effort de communication, de retransmission, c'est quand même hyper important, même si on fait pas de l'enseignement. Ok, oui, les deux sont connectés donc. Et ça rejoint finalement quelque part ce que inconsciemment peut-être tu t'avais déjà conscientisé puisque toi tu n'envisageais pas de faire le métier sans la composante enseignement. Oui, voilà. Et puis je pense, enfin après quand on est petit on a envie de faire tous les métiers du monde, mais à un moment professeur ça me plaisait bien, ouais. D'accord. Ah oui, donc ouais, ça doit être encore un peu là. Ok, super. Et ben comme ça, on a brossé vraiment toutes les facettes du métier d'enseignante-chercheuse. Donc merci beaucoup. Donc on va tranquillement se diriger vers ta carte blanche. Donc de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Alors j'avais envie de parler du syndrome de l'imposteur. Mm-hmm. Alors syndrome de l'imposteur ou phénomène de l'imposteur. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'en savoir moins que les autres ?
Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous n'étiez pas à votre place? Alors non pas parce que vous n'aimiez pas cette place-là, mais parce que vous n'étiez pas légitime et pas compétent. Est-ce que vous avez déjà eu la peur, le sentiment, voilà, de potentiellement pouvoir être démasqué? Donc, en 1978, les thérapeutes Pauline Clance et Suzanne Imes ont présenté pour la première fois un papier qui présentait le syndrome de l'imposteur, et en décrivant donc ça comme un sentiment d'insécurité injustifié. Et donc, dans leur papier, elles s'intéressaient à un groupe de 150 femmes qui étaient dans des très bonnes universités et qui considéraient qu'elles ne méritaient pas leur place à l'université. Donc j'ai fait cette intro, mais par contre je veux bien souligner que pour la suite, je vais vraiment parler de, le syndrome de l'imposteur ou le phénomène de l'imposteur concerne tout le monde, pas que les femmes, et que ça ne concerne pas que la sphère professionnelle. Donc certains articles préfèrent parler de phénomène plutôt que de syndrome pour souligner que ce n'est pas un trouble psychiatrique. Ou un trouble mental. C'est un phénomène qui est relativement répandu, et surtout, donc ce n'est pas une maladie et ce n'est pas permanent. Ce n'est pas un état permanent. Ça passe. Ça finit par passer. Et donc c'est une tendance à se sous-estimer, à considérer qu'on trompe son entourage sur ses compétences, et une certaine peur d'être démasqué et une peur aussi de l'échec. Donc il y a 3 caractéristiques qui sont mises en avant. Donc l'impression de ne pas mériter sa place, de ne pas être légitime. Donc là, moi, ça m'a fait penser, par exemple, à mon master 2 là, quand mes encadrants me prenaient pour la référence statistique, alors que je me considère absolument pas légitime, ou même le début des thèses. La deuxième caractéristique, c'est l'attribution de sa propre réussite à des causes externes. Donc si on réussit, c'est grâce aux autres, mais si on échoue, c'est de notre faute. Pareil, pour essayer de faire le lien avec moi, par exemple, dans ma thèse, j'ai une directrice de thèse qui m'encadrait très très bien, donc un bon papier ou une présentation, non, mais c'est parce qu'elle m'a bien coachée. Et par contre, si ça se passait pas bien, j'ai pas assez travaillé, je travaille pas assez vite, je sais pas, voilà. Donc un peu l'impression, quand ça se passe bien, que c'est à la chance, c'est qu'on est là au bon moment, au bon endroit, et que sinon, si c'est pas bien, c'est de notre faute. Et enfin, donc la peur d'être démasqué, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait d'être un usurpateur. Et donc Lou Salomon là, a fait une conférence TED dessus. Elle parle des Fantastic Four. Donc c'est anxiété, perfectionnisme, manque de confiance en soi et peur de l'échec. Mais donc pour faire un peu la différence, le sentiment d'imposture est différent, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir le sentiment d'imposture, ça arrive. Après, le syndrome de l'imposteur, c'est quand ça devient vraiment handicapant, paralysant. Donc peut-être. Oui, tu nuances un peu en fait. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, donc ce dont je vais parler dans la suite. C'est peut-être un peu plus du sentiment d'imposture qui est très répandu. Je pense que tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Oui. Voilà, ça peut être aussi c'est vrai. Dans ce cadre-là, quoi. Et donc vers la fin des années 70-80, il y avait certaines études qui ont montré que c'était surtout les femmes qui étaient très diplômées en début de carrière qui avaient ce syndrome de l'imposteur. Finalement, les études récentes montrent qu'il n'y a pas vraiment de lien entre l'âge, le sexe, et puis c'est peut-être aussi le fait qu'on en parle un peu plus, on ose plus en parler. Ça c'est une bonne chose. Et alors il y a une étude que tout le monde cite là qui dit que en fait 70% des personnes auraient au moins ressenti une fois ce sentiment d'imposture, peut-être plus finalement et puis c'est quelque chose de normal finalement aussi de se remettre en question, etc. Bon voilà, et donc le syndrome c'est quand ça devient handicapant, et donc potentiellement ça peut pousser la personne à rater des opportunités parce qu'on se sent pas qualifié, à pas demander de promotion. Alors aussi il disait à rester dans son environnement de travail, à ne pas changer. Donc par exemple si on se sent pas bien dans son environnement de travail, on peut très bien se dire je pourrais jamais faire autre chose, je suis pas assez bon, etc. Et donc à encourager cette sensation de mal-être, quoi.
Et il y a des études aussi qui montrent que ce phénomène est particulièrement présent chez les professionnels de santé. Donc bon, je pense que voilà, professionnel de santé, c'est vraiment infirmier, médecin, tout ça. Et c'est vrai que en fait, ils ont une position d'autorité en fait quand on va à l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc on a l'impression qu'ils savent tout, qu'ils ont la réponse à tout, etc. Alors que c'est aussi des humains. La science évolue, il y a des choses. Voilà. Donc il y a un test qui s'appelle le test de Clance. D'ailleurs, c'est la thérapeute qui a parlé la première fois de ce syndrome, qui est disponible. Bon, je l'ai regardé une fois qu'on nous a déjà introduit toute cette notion là. En fait, c'est assez facile de répondre en fonction de ce qu'on imagine. Si on pense qu'on a le syndrome, on sait quelle réponse. Mais le test est biaisé une fois qu'en fait on a mis des mots sur les concepts. Complètement. Et donc il y a une présentation qui disait effectivement c'est cyclique. Donc on va avoir par exemple une activité à réaliser. On va ressentir une sorte de doute, de stress, d'anxiété. Est-ce qu'on est capable de réaliser cette activité? Est-ce qu'on va pas se tromper? Deux comportements qui peuvent être caractéristiques, c'est la procrastination, donc le fait de en fait repousser au maximum le moment et l'échéance, et ce qui va en fait nous donner une excuse pour échouer. C'est-à-dire que c'est une sorte d'auto-sabotage pour justifier son échec, parce qu'on est persuadé presque qu'on va échouer. L'autre comportement, c'est plutôt la surpréparation. Donc là, on pense qu'on n'est pas assez bon, donc on va bosser un maximum pour pas passer pour un imposteur. Donc moi, c'est plutôt ça. Quand moi aussi. Donc, typiquement, voilà, la première fois et même encore parfois, où je relis des papiers, je revis des papiers où je comprends pas trop, j'ai besoin de travailler beaucoup trop longtemps dessus. Ou la première fois, on m'a demandé de juger un rapport de stage. Je pense que je l'ai lu 5 fois. Donc c'est deux comportements qui sont opposés, mais qui finalement répondent à un même stress en fait de l'échec. Et une autre, donc une fois qu'on a réalisé cette activité, la personne va accorder beaucoup d'importance à la validation externe. Donc il va être en attente en fait de validation. Elle n'est pas capable moins capable en tout cas de se valider elle-même ses propres succès, on va dire. Et pour autant, lorsque les feedbacks sont positifs, la personne va avoir tendance à dénigrer ses compétences. Donc encore une fois, si ça s'est bien passé, c'est grâce à la chance. Sinon, c'est à cause de nous. Et donc cette dissonance en fait entre les retours qu'on reçoit et ce que l'on ressent peut créer ce sentiment de duperie, d'imposture, et cette incapacité à être à la hauteur. Donc en fait tout ça c'est assez paradoxal, parce que voilà, on a peur de l'échec, mais on va quand même attendre la validation des autres. Parfois on procrastine, mais bon, qui n'est pas fait de paradoxe. Et encore une fois, ça répond voilà à ce stress de ne pas être à la hauteur. Alors à quoi c'est dû? Il y a plein de facteurs. Bien sûr, c'est un signe de manque de confiance en soi, et je pense que la première cause c'est le manque d'expérience. Donc voilà, chez les jeunes, on va surtout voir ce genre de comportement. Ça peut être observé chez des personnes moins jeunes, hein, bien sûr. Aussi, ça peut être dû à des attentes trop importantes, c'est-à-dire qu'on va se fixer des objectifs qui sont inatteignables ou trop importants d'un coup. Et en fait, même si on a peur de l'échec, on a quand même envie d'exceller. Donc encore une fois, je sais pas si c'est un paradoxe, mais donc au lieu de se fixer des objectifs petit à petit, des objectifs intermédiaires, on va directement fixer l'objectif maximal et essayer de faire du mieux possible dès la première fois, quoi. Ensuite, une possibilité, une explication aussi, c'est le fait qu'on se compare beaucoup à nos pairs, à notre entourage, et également en fait aux personnes, à nos rôles modèles. C'est bien parce qu'en fait ça nous inspire, ça nous pousse vers le haut, etc. Mais aussi ça peut être un peu stressant, un peu démoralisant de se dire voilà, cette personne elle a fait ça, moi absolument jamais je ferai la même chose. C'est une des raisons pour lesquelles se développent de plus en plus des initiatives où on met par exemple des jeunes filles en contact avec des femmes qui ont des métiers classiques, enfin des
pas forcément des génies qui ont eu tous les prix, etc., mais des femmes qui ont fait des études scientifiques et qui ensuite exercent des métiers qui sont des débouchés naturels. Parce que avant, en fait, les seuls rôles modèles qu'on avait à offrir, c'était Marie Curie. Marie Curie, elle a 2 prix Nobel, quoi. En chimie et en physique. Donc, comme je dis, la fille qui se dit, ouais, bah, c'est moi, ouais, je vais gagner aussi. Non, c'est pas tout le monde. Donc, c'est très juste ce que tu soulignes là, en fait. C'est très important. C'est bien d'avoir des rôles modèles qu'on admire parce qu'ils ont fait des choses exceptionnelles, mais c'est bien aussi des fois d'avoir pour objectif des gens qui sont des gens un peu plus classiques, des gens normaux comme toi, comme moi. Oui, exactement. Un troisième point, ça peut être donc ça c'est plus en fait le manque de confiance en soi, attente trop importante, etc. On va dire que c'est plus personnel et finalement peut-être que on peut essayer de travailler dessus. Après, il peut y avoir aussi la pression sociale. Donc par exemple, des attentes des parents qui ont un rêve pour leurs enfants, qui ont voilà une idée bien précise de ce qu'ils doivent faire et donc encore une fois, si on n'est pas en accord, on peut sentir un peu comme un imposteur. Et aussi le fait que maintenant, il y a une sorte de surestimation de l'importance de l'intelligence. Alors on définit les enfants comme très intelligents, comme voilà. Et finalement, on les définit comme ça, comme si c'était une caractéristique permanente. Et du coup, quand nous-mêmes, on se ressent, un peu moins performant sur telle ou telle chose, on se sent comme étant un imposteur, un peu. Donc peut-être que ça serait plus pertinent au lieu de mettre l'accent sur les résultats, les notes ou quoi que ce soit, mettre l'accent plus sur l'effort, la persévérance et en fait le chemin qu'on a parcouru plutôt que juste la destination, quoi. Et comme tu disais, voilà, il y a, je pense, un manque, mais peut-être qui est comblé de plus en plus, de discussion sur les échecs, en fait, parce que quand une personne parle de son succès, alors pour un succès, mais combien d'échecs il y a eu avant? Et donc, de faire en sorte que l'échec ne soit pas tabou. Et en fait, l'échec nous fait avancer aussi, donc c'est important. Et enfin, le dernier point, c'est sûrement l'isolement. Donc quand on commence à se sentir un peu imposteur, on a peur de se faire démasquer. Et alors du coup, on en parle, on se cache, quoi. Ouais. Au contraire, quand on commence à en parler, en fait, on se rend compte que beaucoup de gens l'ont vécu aussi, que on n'est pas tout seul et que ça fait du bien d'en parler. C'est comme un mini secret que, mini fardeau ça peut même aider à exactement le syndrome. Je sais que, alors, je vais pas dire que je m'en suis complètement débarrassée. C'est comme tu dis, il y a un peu un aspect cyclique, mais je sais que ça m'a grandement aidée le jour où j'ai réalisé que j'étais pas la seule à ressentir ça. Vraiment, ça m'a fait un shift qui fait que j'ai abordé la chose différemment. Parce que tant qu'on n'en parle pas, on se dit mais il y a que moi et ça accentue le truc en fait. Et quand on se dit quoi? Mais lui, il est hyper fort et il ressent ça aussi. Ou elle est balèze et elle ressent ça aussi. Mais donc ok, c'est normal que je ressente ça alors. Exactement, oui, non, ça fait du bien de pas se sentir tout seul, voilà, et de pouvoir en parler. Je suis complètement d'accord. Et donc, je vais donner peut-être une ou deux idées pour essayer d'y remédier. Alors c'est très personnel. Je pense qu'il y a plein de présentations dessus qui vous donneront plein d'idées différentes, mais c'est une question de confiance en soi, finalement, quand même. Donc là, c'est un peu comme si je me parlais à moi quand j'étais au lycée. Donc, qu'est-ce que je me dirais si je pouvais le faire? Mais voilà, au lieu de, par exemple, définir des objectifs finaux, essayer de définir des objectifs intermédiaires. Et ma mère me disait toujours golpe à golpe, et on y va petit à petit, pas à pas, et déjà se mettre des jalons, et de manière à ce que le résultat ne soit pas binaire, noir ou, 1 ou 0, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Et du coup, une autre façon aussi de faire ça, c'est par exemple se définir un scénario catastrophe. J'ai une présentation à faire, par exemple, quel serait le scénario catastrophe? Maintenant que j'ai défini ça, quel serait le scénario un peu moins catastrophe, etc. Et peut-être se dire que à la fin, ok, on n'a pas fait le scénario parfait, mais on n'a pas fait le scénario catastrophe non plus. Et ça permet peut-être de relativiser un peu, de redéfinir en fait ce qu'on considère être un échec,
et voilà, de reconstruire peut-être un peu sa confiance, Et peut-être une autre idée que j'avais notée, c'est tout simple, hein, mais essayer de noter un peu nos succès. Alors du coup, la personne qui aura le syndrome va dire mais j'ai pas de succès. Mais même les tout petits, voilà, essayer de les rattacher à une émotion heureuse, parce que en fait, si ça vient de l'extérieur, on dit mais si tu as fait, ça s'est bien passé, etc. En fait, il faut que ça vienne de nous, qu'on arrive à rattacher ça à quelque chose de personnel. Et je me disais, moi par exemple dans mes souvenirs, je sais pas, pendant ma soutenance de thèse, je me souviens qu'il y avait ma mère qui me regardait avec un grand sourire. Alors elle comprenait rien, mais voilà, elle était hyper enfin le meilleur support possible, le soutien possible, ou des petites choses comme ça, une sourire d'une personne ou une remarque positive d'une autre, qui sont pas forcément très importantes, mais qui nous aident un peu à nous sentir méritants. Garder en fait finalement les choses qui sont valorisées, parce que c'est terrible, parce que on peut nous dire 10 trucs positifs, si on nous en a dit un négatif. Oui, exactement. Le cerveau est tel que on ne va retenir que le négatif. Et donc, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis et que ça mérite d'être souligné, et d'essayer de se forcer à le faire, d'essayer aussi de retenir le positif et de lui donner autant d'importance que le négatif. Parce qu'il y a ça n'arrive jamais qu'il y ait que du négatif, en fait. Mais le positif, on a tendance à le balayer d'un revers, genre oui, mais ça c'est normal. Non, essayer de les mettre à la même échelle. Exactement. Et puis aussi se dire que c'est pas de la prétention, de la vanité ou de la, voilà. Bon, souvent les personnes qui se sentent imposteurs sont quand même assez modestes, donc ça va pas être les plus vaniteux, mais donc voilà, essayer de se réattribuer aussi ce qui dépend de soi dans la réussite, voilà, parce que parfois on dit c'est la chance, mais en fait si t'avais pas travaillé sur ce sujet-là, si t'avais pas suivi cette partie-là, etc., ça se serait pas passé comme ça. Donc c'est quand même dû à des caractéristiques individuelles, quoi. C'est pas que de la chance. Et voilà, essayer de faire taire cette petite voix qui nous dit tout le temps que c'est pas assez ou qu'on aurait pu faire mieux. Oubliez, on peut toujours faire mieux, mais reconnaître aussi les petits succès. Parce qu'il y en a forcément. Et puis et parce qu'il y en a forcément, et que voilà, si on est arrivé là aussi, c'est pas pour rien, c'est pas juste le hasard. Et enfin, bien sûr, en discuter autour de soi pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, et surtout si c'est vraiment un syndrome de l'imposteur où ça devient handicapant, ça devient paralysant, en parler, et surtout ne pas rester tout seul dans son coin, parce que là, je pense que c'est vraiment le pire, quoi, de s'isoler dans ce cas-là. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça là, parce que voilà, tu m'avais dit que c'était à destination aussi de lycéens qui vont bientôt faire des choix de formation. Donc si à un moment vous sentez ce syndrome ou ce phénomène pointer le bout de son nez, savoir le reconnaître, se dire qu'on n'est pas tout seul, essayer de prendre du recul, et surtout en parler autour de soi pour essayer de casser le cycle et ne pas l'entretenir. Donc ça, alors j'ai pas non plus énormément d'expérience, mais j'ai quand même l'impression que ça se nuance avec le temps, notamment avec voilà, au fur et à mesure de nos accomplissements. Donc comme je te disais, tu me demandais quand est-ce que j'avais commencé à me sentir légitime. Voilà, je viens d'avoir mon poste, et voilà, oui, je me sens plus légitime. Alors il y a toujours des moments où ce petit phénomène revient, mais je pense qu'avec le temps, ça s'estompe, si ça peut donner un peu d'espoir. Carrément. Et surtout, voilà, espérer que ça ne vous bloque pas, notamment dans vos choix de carrière professionnelle. Ah, super. Écoute, merci beaucoup pour cette carte blanche. C'est vraiment chouette, parce qu'en fait, ça permet de mettre un mot sur des choses qu'on a tous ressenties. Et comme on a dit, des fois, juste le fait de mettre un mot, ça banalise la chose. Donc c'est normal. Et donc du coup, ça la met en perspective. Donc voilà, on espère que peut-être ça aidera des auditeurs et des auditrices d'en avoir su vraiment un petit peu plus sur le syndrome de l'imposteur et sur ses manifestations, et sur même tes petits tips, tes petites solutions pour le contrer. Donc parfait, super carte blanche. Merci beaucoup. Ok, écoute, on va terminer tranquillement avec les recommandations, un petit peu de nourriture culturelle pour les auditeurs et auditrices. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais leur recommander ?
Alors, j'ai 2 recommandations. La première, c'est le film La fille de Brest, qui raconte, donc qui parle de l'histoire du Mediator, qui est un Ah, médicament antidiabétique ouais. qui a été prescrit pendant 30 ans comme coupe-faim et qui a entraîné des complications cardiaques chez des personnes qui au départ étaient saines, enfin en tout cas n'avaient pas de problème cardiaque. Et donc on suit la pneumologue qui est lanceuse d'alerte, Irène Frachon et son équipe. Et donc c'est assez amusant, on les voit, enfin amusant dans le sens où c'est un film qui parle de biostatistique déjà. Il y a le mot biostatistique dedans. Mais voilà, on les suit dans leur lutte pour mettre en lumière le scandale sanitaire, donc de la découverte du problème, l'étude, l'analyse statistique. Bon, même si c'est un peu romancé et qu'il y a des choses, on a un peu de mal à se dire que ça s'est passé comme ça, mais bon, c'est un film. C'est le jeu. Oui, voilà. Il parle du processus de publication et bien sûr de toute la pression avec les représentants de Servier. Donc ça dresse un peu le tableau de notre environnement de travail sans le stress et la médiatisation. Oui. Euh, Heureusement qu'on n'a pas ça pour à chaque fois. Il y a aussi une BD, je crois, qui s'appelle Mediator, un crime chimiquement pur, alors que je n'ai pas lu, mais on m'a dit que c'était très bien. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, c'est une BD, je pense que c'est aussi vulgarisé. Et après, il y a le vrai livre d'Irène Frachon, mais bon, ça, c'est peut-être un peu plus technique. Ah, c'est bien, tu donnes trois portes d'entrée différentes. Voilà, en fait, je me dis qu'une fois qu'on est dedans, on a envie de comprendre, quoi. Donc, je donne à manger. Et la deuxième recommandation, alors ça, c'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps, c'est A Brief History of Time Ah, de Stephen Hawking. ouais. Alors, ça n'a rien à voir avec les biostats, mais ça retrace l'histoire de l'univers, ça présente des notions de physique, de cosmologie, d'astrologie, mais de manière très accessible. Et puis moi j'avais trouvé ça passionnant parce que en fait c'est un peu la magie de l'immensité de l'univers. Ouais. C'est en plus des choses que je connais pas du tout. Ça aborde des thèmes de relativité, de mécanique quantique, des termes qui font un peu peur, mais clairement c'est pour des non initiés et j'avais beaucoup aimé. Mais ça n'a rien à voir avec la biostatistique. Oui, mais c'était pas obligé. Écoute, super, tu as été généreuse. Ça fait 4 recommandations. Donc, comme d'habitude, je mettrai les références dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Moi, c'est la première fois que je vais faire une recommandation qui n'est pas directement pour vous, auditeurs et auditrices. Quoique, parce que moi j'ai pris du plaisir à les lire, même si j'étais pas le public cible. Donc, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, des filleuls, des élèves, bref, des jeunes enfants dans votre entourage, je vous conseille de leur offrir des livres de la collection Les romans Doc Science, qui s'intitule L'incroyable destin d'eux. Donc, ce sont des très courts romans illustrés, donc qui reviennent sur la vie de personnalités scientifiques d'hier et aujourd'hui, parce que ça va de Galilée à Thomas Pesquet, en passant par Charles Darwin et Marie Curie, etc., etc. Donc, ça balaye assez large. Donc, à titre personnel, moi, j'ai lu ceux de Katherine Johnson, mathématicienne de génie à la NASA, donc dont vous avez pu découvrir l'histoire dans le film Les Figures de l'ombre, dont j'avais parlé dans la saison 1. C'était ma première recommandation. Et celui d'Ada Lovelace, donc qui était une pionnière de l'informatique. Donc c'est très agréable à lire. Les mots compliqués pour les plus jeunes, ils sont expliqués. Et ce que j'ai apprécié, donc en plus des explications autour des sciences, c'est qu'il y a une vraie mise en contexte historique. Par exemple, tout le contexte à propos de la ségrégation raciale en place du temps de Katherine Johnson est non seulement dépeint, mais vraiment très bien expliqué. Dans le cas d'Ada Lovelace, qui était une jeune femme de la haute société anglaise du 19e, la société et la place des femmes à l'époque sont très bien décrits et ça permet de saisir le contexte dans lequel cette brillante femme elle évoluait, quoi. Donc c'est vraiment le genre de livre qu'on prend beaucoup de plaisir à lire avec les plus jeunes lors de sessions de lecture, par exemple. Donc si vous avez des cadeaux à faire, voilà, n'hésitez pas. Donc c'est les romans Doc Science, donc la collection L'incroyable destin d'eux. Ça a l'air super. Ouais, non, c'est vraiment chouette. On arrive tranquillement à la fin de l'émission, donc j'aime bien finir toujours avec la même question. Donc, qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Dans mon poste de maître de conférence, il va falloir que je définisse mon propre thème de recherche, notamment parce que comme j'ai fait ma thèse et un postdoc ici, mes thèmes de recherche pour l'instant sont quand même très très proches de ceux de mes anciennes encadrantes.
Donc, je pense que cette année, voilà, ce que je vais vouloir entamer, c'est essayer de définir un peu mon propre thème de recherche, mes propres questions. Et ça va commencer, par exemple, avec des collaborations avec des personnes avec lesquelles j'avais jamais travaillé. J'aimerais bien prendre, par exemple, un Master 2. Je pense que c'est une bonne façon au début de commencer, voilà, tranquillement. C'est-à-dire pas, par exemple, avec un thésard dès le départ. Pour commencer pas un nouvel axe de recherche, mais des nouvelles T'ouvrir questions. des nouveaux horizons. Des nouveaux horizons, exactement. C'est tout ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Et voilà qui termine ce très chouette moment avec Anaïs. Ce qui m'a frappé dans notre discussion, c'est le caractère particulièrement tardif de sa révélation sur ce qu'elle avait vraiment envie de faire. Il lui a fallu attendre d'être en thèse pour qu'elle se dise « J'ai choisi la bonne voie, je suis à ma place ». C'est un point sur lequel j'aimerais insister car, quand on est plus jeune, on a parfois l'impression qu'il faut savoir très vite et avec certitude ce qu'on veut faire plus tard. Mais en fait, non seulement on a le droit de ne pas savoir, mais en plus, dans les faits, c'est souvent le cas pour la plupart des gens. Voilà donc j'espère un exemple de plus qui saura vous rassurer si vous êtes vous-même en proie au doute. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je vous propose de m'aider en soutenant le podcast. Allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laissez donc un avis. Ça prend très peu de temps, mais ça m'aide énormément avec nos amis les algorithmes. Et surtout, c'est toujours un plaisir de lire vos retours d'auditeurs et auditrices. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.